Alors, deuxième partie de cette session sur l'introduction au e-commerce. Donc là, je vais partager l'écran avec les slides pour qu'on puisse ensemble tous suivre, pour aborder donc les 3 objectifs du web marketing. Alors, on aurait pu dire 4 objectifs, car si j'avais été vraiment complète dans cette description des objectifs, j'aurais également abordé la fidélisation. Sauf que là, je fais le choix pour l'instant, dans l'introduction, de ne m'intéresser qu'aux éléments, qu'aux objectifs de l'acquisition de trafic, sachant que la fidélisation fera l'objet d'une session à part. Donc, dans ces 3 objectifs, on retrouve le branding, le trafic et la conversion. Premier objectif, le branding. Alors, le branding, c'est ce que vous connaissez peut-être par notoriété, donc les campagnes de notoriété, tout ce qui touche à l'image de marque, comment faire connaître ses valeurs, sa marque, son entreprise auprès du public, donc, ou même tout simplement de ses prospects, parce qu'on peut être dans un cadre de B2B ou de B2C. Le but est de se faire connaître, donc de se faire voir et de rentrer dans le référentiel des marques auxquelles on pense en corrélation avec un produit directement. Donc la définition d'identité de marque, c'est quelque chose que normalement vous connaissez déjà. Je ne vais pas non plus trop m'attarder sur ce sujet, car il n'est pas propre au digital. Si on devait traduire l'image de marque, on va dire les premières pierres de l'image de marque sur le web, ça se traduirait par, dans un premier temps, un logo, bien évidemment. Ça, c'est aussi valable hors web. Donc, un logo qui est généralement placé dans le header à gauche ou centré. On va également retrouver une promesse. Donc, cette promesse, en web, on l'appelle la baseline. Donc, la ligne de base, si on devait traduire littéralement. Et cette ligne de base correspond généralement soit au slogan de la marque. Donc, pour Nike, ce serait par exemple Just Do It. Mais ça peut être aussi, par exemple, tout simplement l'explicitation de votre... un moyen d'expliciter votre activité en tant que vendeur en ligne. Donc, par exemple, ça peut être le spécialiste de la chaussure en ligne. Ça peut être très bien ce genre de choses, qui peuvent donc aider à comprendre votre activité. Car cette partie-là, le logo baseline, est censé renseigner l'utilisateur très rapidement sur votre activité. Ensuite, bien évidemment, que la ligne éditoriale va compter dans cette construction d'image de marque, puisque vos choix sémantiques vont naturellement éliminer ou attirer un certain public. Si par exemple, je lance un blog sur le digital et que je n'utilise que du jargon, forcément, je n'attirerai que des personnes du digital, ou en tout cas des personnes spécialistes ou avec un minimum de connaissances du jargon. Donc là, attention à faire attention à vos choix sémantiques pour ne pas exclure une partie de votre public. Ensuite, la charte graphique. Bien sûr que la charte graphique, d'ailleurs, elle est censée être au-delà du digital, doit se retrouver aussi dans la partie donc, online. Et attention, parce que si vous connaissez comment c'est sur le web, parfois on peut se permettre certaines largesses au niveau des couleurs. Alors attention à bien rester dans des couleurs qui représentent votre positionnement marketing. Si vous allez vers des couleurs plutôt criardes, ou en tout cas des couleurs primaires, vous serez certainement associé en fait à une activité de discount. Donc faites attention. Alors, plus concrètement, si je veux faire une campagne de e-branding pour me faire connaître, donc, je souhaite être vue. Généralement, l'affichage permet d'être vu. L'affichage, alors pour acheter son trafic, généralement, ou pour payer son trafic, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles de rémunération. Donc, un modèle de rémunération, par exemple, ça peut être le CPM. Le CPM est le coût pour 1000 ou le coût par 1000. Vous envoyez la définition juste à droite sur la slide. Donc, c'est le coût que je paye tous les 1000 affichages d'une publicité. Donc là, je dis affichage, mais le terme correct est impression. Alors, petite parenthèse, si vous utilisez le terme affichage au lieu du terme impression auprès d'un recruteur ou d'un partenaire, cela en dira long sur votre connaissance du digital. Attention à bien utiliser les termes de jargon. Donc, le CPM, c'est le coût que je paye tous les 1000 affichages. Donc là, ça peut être intéressant de payer à l'affichage, puisque potentiellement, je paye pour être potentiellement vu. Alors, je précise, il faut savoir qu'il y a une énorme partie des publicités qui ne sont pas vues en ligne. D'ailleurs, l'IAB, qui est l'Interactive Advertising Bureau, qui est un organisme qui norme tout ce qui concerne justement l'affichage, le display, donc la famille de publicités qu'on appelle le display, donc l'affichage de bannières et la vidéo, a justement sorti un indicateur
concernant cette notion de visibilité, puisque ça c'était un grand débat justement parmi les acteurs du web pour savoir comment on faisait pour déterminer si une publicité avait été vue ou non. Donc là, attention, bien que l'objectif soit d'être vu, il faut être conscient que même si on va payer beaucoup d'impressions, ça ne veut pas dire qu'on le saura. En tout cas, on le saura que partiellement. Donc attention à ça. Donc, on paye tous les 1000 affichages, c'est plus pertinent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement être vu au maximum? Il faut être présent là où les internautes passent le plus de temps. Donc généralement, un internaute passe beaucoup de temps sur un site de contenu, à lire des articles, à lire par exemple des conseils, des blogs, à regarder des vidéos, et également sur les réseaux sociaux. Donc, pour être présent sur les sites de contenu, vous avez deux manières, soit via le display, donc qui est une famille de publicités online qui concerne donc la vidéo et les bannières, et puis l'affiliation. Donc, on a déjà évoqué donc l'affiliation qui est une forme de partenariat qui peut souvent passer par une plateforme. Et donc, c'est la rencontre de l'offre et la demande via une plateforme qui permet d'automatiser ces échanges en fait de trafic et d'argent, pour lesquels justement on peut utiliser donc des bannières ou de l'emailing. Et donc là, on ira plus vers un format bannière. Alors bien évidemment, les réseaux sociaux aussi. Alors SMO, c'est Social Media Optimization, encore un terme que j'introduis. Petit à petit, j'introduis quelques termes qu'on reverra tout au long des séances. Donc le SMO, Social Media Optimization, donc ce qui concerne l'optimisation de votre présence sur les réseaux sociaux, est aussi un très bon levier pour vous faire connaître, puisque les gens y passent pas mal de temps et ont généralement le temps de découvrir aussi des nouvelles marques. Notamment via, par exemple, la publicité vidéo sur les réseaux sociaux. Vous savez que sur Facebook, par exemple, cette vidéo est auto-déclenchée. Elle se déclenche automatiquement. Donc, ça ne nécessite pas nécessairement une action de la part de l'utilisateur et ça augmente vos chances d'être vu. Pareil, par exemple, la publicité sur YouTube apporte beaucoup de visibilité sans pour autant toujours être payante, puisqu'il faut que la personne ait interagi ou vu la publicité pendant au moins 30 secondes. Donc, ce sont vraiment des leviers très utiles, très intéressants pour être vus, pour la notoriété. Alors, l'emailing peut parfois être utilisé, mais je dirais que l'emailing est plutôt dédié à la conversion et on en reparlera. Donc, si on devait retenir, je souhaite me faire connaître. Généralement, je vais passer par du display, de l'affiliation ou des réseaux sociaux. Et encore une option, mais là je suis dans les réseaux payants, donc là je vais plutôt parler d'une option gratuite. Je peux aussi utiliser donc le content marketing qui consiste à écrire des livres blancs, écrire des articles, faire des tutoriels en ligne pour me faire connaître. Et ça, ce sera de manière gratuite, ça demandera juste du temps et de l'huile de coude. Donc voilà les principales manières, on va dire, de se faire connaître sur le digital, en tout cas sur le web. Donc, on avance un petit peu. Alors, bien sûr que la viralisation aide beaucoup. Si on arrive à faire une publicité ou à faire un contenu qui se viralise, bien évidemment qu'on va plus rapidement gagner en notoriété. Alors, la viralisation, c'est le fameux objectif de toute entreprise. Un buzz peut y aider. Attention au bad buzz, par contre, parce que parfois, à tout prix, du moins la recherche à tout prix du buzz, on peut parfois faire un petit peu d'écart et puis se le regretter assez longtemps. Et là, on met beaucoup de temps à s'en remettre. Donc, attention. Alors, bien sûr qu'on pourra mesurer l'efficacité de la viralisation via les indicateurs classiques qui vont être l'engagement, donc le taux d'engagement, qu'on verra au travers des tweets, des retweets, des likes, des partages, des mentions. Donc, voilà pas mal des hashtags aussi qui mentionneront l'opération. Donc, il y a pas mal de choses à surveiller. Alors, un outil qui marche très bien pour la viralisation, mais qui est très, très difficile à bien utiliser, c'est la publicité interactive. Alors, interactive parce qu'en fait, elle permet de faire participer l'internaute pendant la publicité. Et donc, forcément, quand ça devient ludique, ça se partage beaucoup plus facilement sur les réseaux et beaucoup plus rapidement. Alors, je pense notamment, alors on va prendre un bon exemple, du moins un exemple semi-réussi, un exemple raté, puis un exemple réussi. On va prendre 3 exemples. Alors, on va commencer par le raté. C'était une marque de lessive qui avait lancé une opération de rechercher les chaussettes sur une île perdue. C'était un jeu en ligne, donc bien sûr, ça n'a pas marché. Qui va s'amuser à chercher des chaussettes pour une marque de lessive? Donc attention, c'est bien d'avoir fait cette tentative de maintien du produit au cœur de la publicité, mais il ne faut pas non plus que ça tue l'aspect ludique et intéressant de la publicité interactive. Donc attention. Ensuite, deuxième opération, un peu mieux réussie, Tipex.
Alors, pour certains, vous avez peut-être vu la publicité en ligne sur YouTube de Tipex, qui consistait en fait à faire participer l'internaute en lui demandant la suite de l'histoire. Est-ce que le chasseur tuait ou pas, du moins tirait ou pas sur l'ours? Et dans tous les cas, ça n'était pas le cas, puisque si vous choisissiez tirer sur l'ours, le personnage sortait un énorme Tipex sur le côté de la vidéo et effaçait en fait le texte tiré sur l'ours. Et donc après, on pouvait remplacer par n'importe quel texte. Et à chaque fois qu'on faisait entrer, on avait en vidéo ce qu'on avait imaginé donc en texte. Donc c'était vraiment très ludique, ça a beaucoup tourné, ça a très bien marché. Par contre, on oubliait très rapidement que c'était Tipex. Et moi-même, je dois avouer que j'ai mis très longtemps avant de comprendre que Tipex était vraiment concerné par cette publicité. Donc, vraiment, j'ai mis très longtemps à remarquer que c'était un Tipex qui était pris sur le côté de la vidéo. Donc là, attention, grosse difficulté à rester au cœur du produit. Alors par contre, une publicité qui a dû un peu mieux marcher, celle de Canal+, avec l'ours, qui était donc le directeur artistique, en tout cas le réalisateur d'un film, d'une scène de film. Et on devait choisir en fait le type de scène, comment on voulait que ce soit tourné, si c'était un film d'auteur, si c'était un film dans une autre époque. Donc c'était assez ludique. Et pour le coup, ça gardait le personnage principal, ça reprenait le personnage principal qu'on observait dans les publicités offline, donc TV notamment, qu'on voyait à la télé. Et donc on faisait un lien direct avec Canal+. C'était pas simplement ludique, ça laissait vraiment le produit et la marque au cœur de la publicité. Et c'est là la grosse difficulté de ces campagnes interactives qui, en plus, ont un coût plus important. Alors, deuxième objectif, l'objectif de trafic. Alors, attention, trafic, c'est bien avec un seul F, sauf si vous êtes anglophone. Donc, attention, parce que je vois souvent cette faute d'orthographe. Il faut savoir que le trafic ne concerne que des business models particuliers. Des business models qui ne vendent rien du tout en ligne, ni avec une période, si vous voulez, de transition, comme par exemple le lead. Alors, je m'expliquerai après, mais pour être plus précise, le trafic ne concerne que les sites de contenu principalement. Les sites de contenu, c'est par exemple des sites d'information où on va avoir des articles en ligne, mais qui ne proposeront pas d'adhésion payante pour pouvoir accéder au contenu. Donc en fait, ce sont des sites qui ne vendent rien, si ce n'est leur espace publicitaire. Donc là, dans ce cas-là, quand on monétise son audience, c'est-à-dire qu'on vend des espaces publicitaires, on est concerné par un objectif de trafic. Puisque le trafic, c'est simplement des gens qui viennent sur un site. Donc on ne s'arrête pas à l'affichage d'une publicité, au fait d'être vu, ni au fait de venir sur un site internet, et encore moins, on ne va pas jusqu'à l'achat, si vous voulez, ou jusqu'au remplissage d'un formulaire. C'est vraiment simplement venir sur un site. Et c'est également ce dont a besoin, par exemple, un site marchand, ou un site non marchand, comme un comparateur. Un comparateur aura besoin de clics et non de vente en ligne. Donc là aussi, on pourra aussi observer un objectif de trafic. Alors, si je veux faire du trafic, rien de plus simple, je n'ai qu'à utiliser du CPC, puisqu'au moins j'ai la garantie que si une personne a cliqué sur la publicité, elle a des chances d'arriver sur mon site internet, et je ne peux pas demander plus, puisque j'ai besoin simplement que la page s'affiche. Donc là, j'irai sur du CPC, du coût par clic. Ensuite, par contre, au niveau des leviers, aucune contrainte, tous les leviers sont les bienvenus, tant qu'ils ne sont pas trop onéreux, puisque la vente d'espaces publicitaires ne permet pas forcément des dépenses aussi élevées que celles observées par exemple sur de la vente en ligne ou du lead. Ensuite, troisième objectif, c'est celui qui va vraiment intéresser le e-commerce avec celui de la notoriété, mais vraiment en priorité, je dirais même celui qui va intéresser le e-commerce, donc la vente en ligne, c'est l'objectif de conversion. Puisque quand on est un site e-commerce, on a besoin de générer du chiffre d'affaires. Pour générer du chiffre d'affaires, on va forcément passer par de la conversion. Donc, c'est valable pour les sites marchands, c'est valable pour les places de marché qui sont aussi des sites marchands, mais la grosse différence, vous savez, c'est que les places de marché, elles, vendent des produits aussi qui ne leur appartiennent pas. On y reviendra dans la partie business model. Et en plus, les places de marché, justement, généralement ne se rémunèrent que s'il y a vente, puisqu'il s'agit d'une commission sur la vente pour un marchand partenaire. Donc, elles ont absolument besoin de conversion pour gagner de l'argent. Ensuite, on a aussi les sites de génération de leads et de revente de leads. Alors, je m'explique. Si, par exemple, je suis une entreprise, par exemple, comme dans l'automobile, je vends des voitures, je ne pourrais pas vendre ma voiture en ligne. C'est très rare de vendre des voitures en ligne. Généralement, les concessionnaires, les grandes marques automobiles vont d'abord vous renvoyer en concession pour pouvoir traiter votre demande. Donc là, on va avoir une conversion qui va se situer au niveau du lead. Un lead est un formulaire qu'on a rempli, qui va être validé, et donc va remonter
dans la société pour ensuite être traité offline. Sauf qu'au niveau web, ce sera considéré comme une conversion dès la validation du formulaire. Donc un formulaire validé, formulaire envoyé, est un lead, donc un prospect qualifié. Alors, on peut, comme je l'expliquais à l'instant, utiliser le lead pour sa propre entreprise, pour ses propres besoins, comme par exemple Renault, PSA ou Citroën, qui vont avoir des demandes de devis, des demandes d'offres commerciales, des demandes d'essais, ce genre de choses. Ce seront des leads qu'il faudra ensuite travailler pour générer des clients, pour les transformer en clients. Ensuite, on va avoir un autre business model qui va consister à revendre ces leads. Donc là, par exemple, si je suis un site de revente de leads, comme par exemple, je ne sais pas, 1, 2, 3 Presta, je vais revendre le lead. Je ne vais pas l'utiliser directement pour mon activité. Je ne vais pas en tirer un chiffre d'affaires direct. Je vais tout simplement revendre à un prestataire qui, lui, aura intérêt à transformer ce lead en client. Donc, par exemple, 1, 2, 3 Presta, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attirer du trafic, acquérir du trafic, puis appeler des prestataires, des agences web, ou même leur envoyer une newsletter avec des offres, justement, pour acheter des leads. Et donc, ils vont revendre plusieurs fois ce lead. Généralement, c'est 3, parfois jusqu'à 5 fois. Ça dépend vraiment de la politique de chacun des revendeurs. Et donc, leurs clients finaux, en fait, seront des B2B qui, eux, vont acheter donc, le lead pour ensuite rappeler et potentiellement transformer en tant que client ces prospects qualifiés. Donc voilà, on a vraiment 2 cas dans le lead, la vente en ligne indirecte ou carrément de la revente de lead. Donc là, on n'est pas dans le e-commerce. Le e-commerce concernera que les deux premiers exemples, les sites marchands et les places de marché. Alors, si j'ai un objectif de conversion, pour acheter du trafic, on va, tant que faire se peut, parce que ce n'est pas toujours possible, c'est rarement possible d'ailleurs, aller vers des modèles de rémunération à la performance. Alors, attention, ce terme a souvent été usurpé par beaucoup de vendeurs de publicité, d'agences web ou de prestataires qui ont tendance à appeler certains produits ou en tout cas certaines propositions vont utiliser le terme à la performance, alors qu'en fait, il ne s'agira pas du tout de performance. Alors, un petit conseil, si vous voulez vérifier si c'est de la performance, il suffira de regarder le modèle de rémunération. Le modèle de rémunération, du moins les modèles de rémunération à la performance, selon votre business model, ça va être s'il y a une conversion. Donc, si vous faites de la vente en ligne, ce sera du CPA, coût par achat. Donc, s'il y a achat, j'ai un résultat, j'ai du chiffre d'affaires, je considère qu'il y a eu conversion si je suis un marchand, par exemple, un e-commerçant. Si par contre, je suis dans l'automobile, je ne paierai que si le formulaire a été rempli et validé. Donc là, ce sera du CPL, coût par lead. Donc c'est important, les modèles de rémunération à la performance ne concernent que le CPA et le CPL. Tous les modèles CPC optimisés proposés par différents acteurs ne correspondront pas du tout à de la performance. Attention. Alors, si je veux faire de la performance, je vais me tourner plutôt vers de l'emailing, notamment pour du lead. Généralement, au lead, on peut faire de l'emailing. Par contre, pour de l'e-commerce, le CPA en emailing, ça se fait très rarement, voire pas du tout. Donc là, vous aurez du mal à trouver des prestataires et des partenaires. Ensuite, le display, il faut savoir que le display, dans ses nouvelles formes, notamment dans la nouvelle forme qu'on appelle le RTP, donc le Real-Time Bidding, on peut aussi avoir de la performance, mais là aussi, c'est vraiment très rare. Généralement, le display s'achète plutôt au CPM, voire même au CPC, qui sont des modèles peu rentables et non adaptés à la conversion. Généralement, pour de la conversion, on va se concentrer sur de l'emailing en priorité et du SIA. Alors là, le SIA, c'est certainement le meilleur modèle, le meilleur levier, pardon, mais petite exception, le SIA, même si c'est un outil chirurgical ultra précis et toujours rentable, j'insiste, le SIA, s'il est bien géré, est toujours rentable. Alors je répète, le SIA, c'est le Search Engine Advertising. Donc c'est la publicité sur les moteurs de recherche payante. Donc le SIA, s'il est bien géré, sera toujours rentable, voire même largement rentable. Donc c'est un très bon levier pour générer du chiffre d'affaires. Sauf que ça ne s'achète pas ni au CPA ni au CPL. On n'enchérit pas au CPA ou au CPL sur, par exemple, Google AdWords ou sur Bing Ads. Généralement, ce sera toujours au CPC. On paiera à chaque clic sur un résultat payant. D'ailleurs, on ne paye que si la personne clique. Petite précision. On en reparlera aussi dans la partie référencement payant.
Donc attention, c'est un très bon levier, mais ce n'est pas un modèle de rémunération à la performance. Ce levier est assez précis pour être efficace au CPC. Alors, ensuite, je vous propose un petit exercice pour revoir un peu tout ce qu'on a pu voir depuis la première session et cette nouvelle session, comme vocabulaire, comme jargon, en faisant un exercice d'estimation de ROI. Donc là, on se positionne avant la campagne pour savoir si la campagne qu'on me propose va être rentable. Donc là, rien de plus simple. Je ne sais pas si vous connaissiez la formule, mais la formule de ROI, généralement, c'est les revenus, ou alors les gains, ça dépend comment vous voulez appeler ça, les revenus moins les coûts divisé par les coûts fois 100. Donc, gain moins dépenses divisé par dépenses fois 100. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les gains? Le chiffre d'affaires. Pur et simple, le chiffre d'affaires. Rien à retirer. Ensuite, les dépenses, on ne prend que les dépenses publicitaires. Il est très compliqué de faire des calculs avec les différents articles et leur coût de revient. Ça, c'est infaisable en digital, donc généralement, on s'arrête aux dépenses publicitaires. Puis ensuite, on multiplie par 100 pour obtenir un taux, en pourcentage. Donc, comment faire pour estimer les gains? Parce que c'est la vraie question qu'on peut se poser. Au niveau du ROI, les dépenses sont faciles à deviner. Mais les gains, généralement, pour les estimer, on va devoir prendre une hypothèse concernant le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, on est d'accord que c'est le pourcentage de personnes qui atteignent l'objectif. Il faut vraiment le retenir comme ça. Et à chaque business model, vous posez la question, quel est l'objectif de ce business model-là? Si c'est du e-commerce, c'est d'acheter en ligne. Si c'est du lead, c'est tout simplement de remplir un formulaire. Donc, le taux de conversion, c'est le pourcentage de personnes qui atteignent l'objectif. Donc, sur un business au lead, on sera sur qui a rempli le formulaire par rapport à tous ceux qui sont venus sur le site. Donc, lead divisé par visiteur. Ensuite, pour un taux de conversion e-commerce, on ira sur qui a acheté le produit par rapport à tous ceux qui sont venus sur le site. Donc, achat sur visiteur. Donc là, c'est assez logique quand on le dit comme ça, mais c'est important de le retenir par logique et non simplement par cœur. Parce que si vous apprenez tout par cœur, ça ne restera pas. Il y a beaucoup trop de choses à retenir. C'est important vraiment de les comprendre et de vous les approprier. Donc là, il faut retenir que le taux de conversion, c'est le pourcentage de personnes qui atteignent l'objectif. Et donc, on prend ceux qui ont atteint l'objectif par rapport à tous ceux qui sont venus. Alors, petite précision à bien retenir, les visiteurs équivalent les clics. Je m'explique. On part du principe, dans les calculs web, qu'une personne qui vient sur le site est une personne qui a cliqué sur une publicité dans le cadre d'acquisition de trafic, en tout cas qui a cliqué quelque part. Même si c'est sur un résultat gratuit, en tout cas, elle a cliqué quelque part. Mais bon, généralement, sur du payant, il suffira de tout simplement prendre le nombre de clics pour avoir le nombre de visiteurs. Donc voilà. Même si on sait, bien évidemment, qu'il y a des personnes qui vont cliquer, mais ne pas forcément voir la page web, puisque la page ne va pas s'afficher, ou ils vont fermer la page avant qu'elle s'affiche, donc voilà, qu'importe. Généralement, on se permet de prendre ce léger raccourci. Alors, quel taux de conversion attendre par levier? Alors, le SEO, donc le Search Engine Optimization, le taux de conversion du SEO, c'est bien amélioré. Alors, si vous êtes autour de 1%, ce ne sera pas un taux de conversion énorme, puisqu'on a parfois des très bons taux de SEO, de très bons taux de conversion de SEO, qui peuvent atteindre parfois 2,5%. Mais là, c'est relativement rare. Généralement, on est plutôt entre 1 et 2%. Donc, pour vous situer un petit peu. Alors, pourquoi parle-t-on du SEO si le SEO a un taux de conversion si bas? C'est simple, le SEO, à la base, c'est gratuit, puisque c'est l'optimisation du site pour remonter dans les moteurs de recherche gratuitement. Et surtout, c'est le volume qui va être intéressant. Même si je n'ai que 2% ou que 1% des personnes qui vont acheter, je n'ai pas dépensé d'argent pour obtenir ces ventes et je vais avoir un gros volume de personnes concernées si je référence correctement mon site internet, je l'optimise correctement. Le référencement payant, par contre, on peut facilement faire x2 par rapport au référencement naturel au niveau du taux de conversion, puisqu'on va être sur un trafic beaucoup plus qualifié. Normal, on aura logiquement mieux ciblé les prospects en fonction de ce qu'ils auront tapé au mot près, en fonction de l'heure à laquelle ils vont faire leur requête, en fonction de la zone géographique, on va pouvoir être ultra précis. D'ailleurs, alors sur du lead, généralement, on a toujours un taux de conversion qui va être bien plus élevé que sur du e-commerce. C'est normal, le lead n'est pas engageant, je n'achète rien quand je remplis un formulaire. Alors que par contre, quand j'achète en ligne, j'ai déjà pris la décision de devenir cliente. Donc là, forcément, on aura toujours des taux de conversion qui seront inférieurs en lead par rapport à ceux du e-commerce. Donc, parfois, même une agence m'a dit pouvoir atteindre 20% de conversion sur du lead. Mais alors, par contre, là, on était avec ce qu'on appelle une landing page, une page destination,
la page vers laquelle on renvoie les internautes une fois qu'ils ont cliqué sur le référencement payant, par exemple, qui était vraiment optimisée pour la conversion. Donc là, vraiment, on enlève tout ce qui peut gêner, on fait en sorte de l'alléger et on optimise vraiment la conversion, pour la conversion. Donc le taux de conversion du SIA est généralement plus élevé que celui du SEO. L'emailing est généralement encore plus élevé. Alors là, attention, les 10-15% généralement d'emailing, sur l'emailing, c'est plutôt des taux de conversion qu'on va observer en lead. En e-commerce, on sera généralement toujours plus bas, comme je vous le disais. Malgré tout, l'emailing reste l'un des meilleurs moyens de contacter vos prospects et de faire connaître vos produits auprès d'eux. Donc vraiment, j'insiste, l'emailing est un très bon levier. Après, le display, par contre, on sait qu'on a des taux de conversion qui chutent, qui sont d'ailleurs maintenant, je pense, bien plus inférieurs à ceux présentés là quand je parle de 1,7%. Donc généralement, le display vraiment ne convertit pas du tout bien, surtout pour ce qu'on appelle du display classique. Alors sur du retargeting, généralement, on aura un meilleur taux de conversion. C'est bien pour ça que le taux de conversion, du moins que le retargeting, en fait, c'est tout simplement du reciblage, si on traduit. Le reciblage, c'est aussi ce que Google appelle du remarketing. Alors, plus loin, recoller marketing, parce que Google doit toujours donner son propre nom aux choses. Et donc, le retargeting consiste tout simplement à recibler un internaute qui serait déjà venu consulter une première fois la page d'un produit. Donc, forcément, on a toujours un meilleur taux de conversion quand il s'agit d'une seconde visite ou d'un rappel suite à une première visite. Alors, pour donner un exemple concret, par exemple, vous regardez vos vacances pour Cuba cet été, vous allez sur un site qui n'a rien à voir pour regarder la météo de demain, et vous voyez des publicités pour votre voyage à Cuba, mises en avant, par exemple, sur une bannière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du retargeting. Alors l'un des leaders du retargeting, c'est notamment Criteo, qui est très connu pour ça. C'est d'ailleurs une entreprise française, mais qui est présente à l'international. Et puis, par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré la notoriété de Criteo, on a souvent pensé que c'était l'un des leaders, le leader du retargeting. Alors oui, mais largement derrière Google, hein, parce que Google a des parts de marché dans le retargeting qui sont juste énormes. Je vous invite à aller regarder un peu les statistiques, c'est vraiment ridicule comparé à Google. Alors ensuite, on n'a pas encore de taux de conversion concernant le RTB, mais je mets ma main à couper que le RTB a des taux de conversion qui sont bien plus intéressants que ceux du classique et qui est peut-être plus proche justement de ce qu'on annonçait en retargeting. Sachant que le taux de conversion du retargeting est à la baisse, pas à la baisse, parce qu'on a vraiment un essoufflement du retargeting. Les gens en ont marre, ont compris le principe et voient un peu ce type de publicité comme intrusive. Donc là, on a vraiment un recul aussi du retargeting et c'est là où il faut proposer plus et aller un peu plus loin dans ce qu'on fait dans le retargeting. Ensuite, donc les réseaux sociaux. Alors là, ce sont des statistiques que j'ai eues de la part d'une agence qui est spécialisée en référencement payant et en réseaux sociaux, qui me disait observer des taux de conversion entre 0,2% et qui peuvent aller parfois jusqu'à 2%. Et le déterminant qui permettait d'aller jusqu'à 2% était réellement la notoriété de l'entreprise. Donc là, autant dire que les réseaux sociaux ont plus un rôle de notoriété et de complément dans le parcours d'achat, plus que de vraiment levier de déclenchement, si vous voulez, d'achat. Donc c'est là où il faut vraiment replacer les réseaux sociaux et le display même à leur juste place. Vraiment, je pense que ce sont des leviers incontournables dans la stratégie digitale, mais il ne faut pas tout miser dessus, puisqu'ils ne peuvent pas remplacer le rôle des leviers générateurs de chiffre d'affaires qu'ont d'ailleurs le référencement payant, le SIA, le Search Engine Advertising et l'emailing. Alors, un petit exemple de calcul, je propose de vous montrer un peu le calcul qu'il va falloir faire. On en fait quelques-uns ensemble et puis ensuite, je vous donnerai donc un TD à remettre entre cette session et la session suivante. Donc là, on part du principe que l'emailing va apporter donc 1000 visiteurs, que je suppose avoir un taux de 10% de conversion pour cet emailing. Alors bon, là, bien sûr, je suis de très bonne humeur parce que bon, du CPA, donc sur de l'achat, de la vente en ligne, un taux de conversion de 10%, ça se voit très rarement, hein, je parle franchement. Donc ensuite, un CPA, donc un coût par achat de 3 €. Là aussi, petite parenthèse, habituellement, on a plutôt un pourcentage, mais j'ai voulu simplifier un peu le calcul. On a plutôt un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc là, on part sur un CPA de 3 € pour le calcul. Et un panier moyen de 50 €. Donc ça veut dire que je pars du principe que
En moyenne, d'ailleurs c'est une donnée qui est généralement connue de la part des e-commerçants, sauf si vous démarrez l'activité, je vais partir du principe que, en moyenne, les gens dépensent environ 50 € sur mon site. C'est ce que je vais prendre pour estimer les revenus. Donc, juste petite précision, donc le CPA, on est d'accord que c'est ce que j'ai payé à chaque vente. Donc, à chaque vente, je vais payer donc 3 € à mon partenaire pour avoir envoyé l'emailing sur ses bases. Et surtout pour un prospect qui aura effectué une vente. Alors, juste pour revenir au calcul. Pour calculer les coûts, on part toujours du CPA. Comment j'achète mon trafic? Là, a priori, c'est du CPA, donc c'est le coût par achat. Donc, il faut que je calcule le nombre d'achats, le nombre de ventes, pour savoir combien je vais payer à mon partenaire. Donc là, j'ai mes visiteurs, je sais qui est venu sur mon site, combien de personnes sont venues sur mon site. Je sais que 10% ont atteint l'objectif. Comme il s'agit de vente en ligne, si elles ont atteint l'objectif, ça veut dire qu'elles ont acheté. Donc 10% des visiteurs ont acheté. 10% de 1000 personnes égale 100 ventes. 100 ventes, je sais qu'à chaque vente, je donne 3 € à mon partenaire, donc ça me fait 300 € de dépenses ou de coûts. Les revenus. Alors là, c'est simplifié, puisque j'ai déjà mon nombre de ventes. Je n'ai qu'à multiplier par le panier moyen. Donc là, je fais 100 ventes multipliées par 50 €, la valeur moyenne d'une vente. Et j'obtiens 5 000 €. Quand je fais le calcul avec la formule du ROI à connaître par cœur, donc je fais 5 000 les revenus moins les dépenses, 300, divisé par les dépenses, 300, multiplié par 100, je ne vais pas préciser, mais c'est toujours multiplié par 100, puisque c'est un taux, j'obtiens 1567%. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible 1567%? Alors c'est très rare, j'en conviens. Le but n'est pas de créer, de calculer des vrais, on va dire des taux une rentabilité crédible. Le but étant plutôt de vérifier vos calculs par la logique plutôt que par ce qui vous apparaît possible comme résultat. Donc, juste une petite explication sur le ROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement, Return on Investments. Pour le calculer, parce que certains me posent la question pour mieux le comprendre, quand vous arrivez à 0% de ROI, ça veut dire que vous êtes remboursé. Alors, vous avez remboursé vos dépenses publicitaires, ça ne veut pas dire que vous êtes au point mort, puisque vous avez encore les coûts de revient, etc. Donc 0%, j'ai remboursé mes dépenses publicitaires. Ensuite, quand j'arrive à 100%, j'ai remboursé mes dépenses publicitaires et j'ai même gagné une fois ce que j'avais dépensé. Donc en fait, chaque centaine, vous gagnez ce que vous avez dépensé. Donc si par exemple là, j'ai 1567%, ça veut dire que une fois m'être remboursé, donc après m'être remboursé, j'ai gagné 15 fois ce que j'avais investi, donc 15 fois 300 €. Voilà. Deuxième calcul. Alors, je vous laisse une minute pour le faire et puis ensuite on corrige. Donc là, c'est un calcul au lead, mais bon, après on se concentrera plutôt sur des exemples e-commerce. Je vais donc faire un calcul d'estimation de ROI pour un site de devis, donc qui va donc revendre ses devis, ses leads. Donc, je vais faire du display, donc des bannières, et j'estime que mes campagnes, potentiellement, vont me ramener 75 000 affichages. Donc, ma pub va s'afficher 75 000 fois et potentiellement être vue. J'enregistre un CTR de 10%. Alors, qu'est-ce que le CTR? C'est le click-through rate. Donc, c'est en français le taux de clic. Donc, through comme à travers et click, donc voilà, click comme click en anglais, through comme à travers, et rate comme le taux, donc RATE. Donc, click-through rate, qui est donc le taux de clic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en display, donc tout ce qui concerne les bannières et les vidéos, et en référencement payant, donc AdWords, SIA, etc., Bing Ads, on va toujours parler de CTR. On n'utilisera jamais le terme taux de clic. C'est très rare. Donc ça aussi, ça peut en dire long sur votre connaissance ou votre méconnaissance des leviers. Généralement, on parle toujours de CTR quand on parle de display et de SIA, jamais de taux de clic. Puisque le taux de clic est aussi un indicateur de l'emailing et ça n'a rien à voir, ça n'est même pas le même calcul, ça ne concerne pas du tout la même chose et ça évite la confusion si vous voulez. Donc j'ai un CTR de 10%. Ça veut dire que 10 personnes sur 100 vont cliquer sur la pub une fois qu'elle s'est affichée. Donc ensuite, deuxième hypothèse, j'ai un taux de conversion de 0,8% sur le display. Ça veut dire qu'il y a moins d'une personne sur 100 qui va effectivement, une fois arrivée sur le site après cette pub, va effectivement remplir une demande de devis et donc générer un lead.
Donc là, 0,8%. Attention au calcul des pourcentages. Le piège n'est pas de faire des maths. Donc là, pour ceux qui ont peut-être un petit oubli de calcul de pourcentage, il suffit de décaler 2 fois la virgule à gauche. Donc là, quand j'ai 10%, je décale de 2 fois, ça me fait 0,10. Donc si je veux calculer 10% de quelque chose, j'ai multiplié par 0,10. Tout simple. Donc, j'ai un CPM de 1,75. Donc ça veut dire que tous les 1000 affichages, je vais payer 1,75 €. Ensuite, j'ai un lead de 15 €. Ça veut dire que dès que quelqu'un va remplir le formulaire, donc atteindre l'objectif du site de devis, je vais pouvoir gagner 15 €, moi, en tant que site de devis. Donc voilà, vous avez toutes les hypothèses. Je vous laisse, allez, 2 minutes avant de corriger. Et je vous invite peut-être à mettre pause si vous avez peur de ne pas terminer dans les 2 minutes que je vous laisse pour le faire. Alors rappelez-vous, quand vous souhaitez donc calculer un coût, vous partez toujours du modèle de rémunération. Comment dois-je payer mon trafic? Donc là, il s'agit du CPM, du coût pour 1000. Donc, tous les 1000 affichages, je paie 1,75. Si, par contre, vous souhaitez calculer les revenus, ne vous prenez pas la tête à essayer de savoir où est-ce que je mets tel pourcentage. Il suffit simplement d'appliquer la logique classique d'une visite. C'est-à-dire qu'une pub s'affiche, on va cliquer ou pas. Premier calcul. Une fois que j'ai cliqué, j'arrive sur le site. Je vais ou pas atteindre l'objectif, deuxième calcul. Et le fait d'atteindre l'objectif va me rapporter tant d'argent. Donc, j'ai mon calcul, troisième calcul, j'ai mes revenus. Et à chaque fois, n'oubliez pas ce que vous êtes en train de calculer, puisque parfois, on a tendance un peu à se perdre un peu dans les chiffres, et c'est là qu'on rencontre des difficultés. Alors, je vous propose de corriger ce premier exercice, puis ensuite, quand vous aurez compris le principe, pour le second, je vous inviterai à mettre pause pour voir la correction, une fois que vous aurez eu le temps de faire le calcul. Alors, donc, première correction. Si je pars du principe que j'ai 75 000 affichages, un CTR de 10%, un taux de conversion de 0,8 par rapport à ce levier, puisque le display est un levier d'acquisition de trafic, donc un type de publicité, et que j'ai un CPM de 1,75 et chaque lead me rapporte 15 €, première chose, comment je paye mon trafic? Au CPM. Donc tous les 1000 affichages, je paie 1,75. Rien de plus simple, je divise 75 000 par 1000, ça me donne 75, que je multiplie par 1,75, et donc 131,25. Alors ceux qui n'ont pas divisé par 1000, vous avez calculé un CPC. Vous êtes parti du principe que tous les gens, même pas, c'est pire qu'un CPC d'ailleurs, vous êtes parti du principe que tous les gens qui ont vu la publicité, en fait, étaient payants. Là, ça reviendra très cher si on comptait, on payait 1,75 pour chaque affichage de publicité. Donc rappelez-vous, le CPM, c'est bien tous les 1000 affichages. Ensuite, le revenu. Donc le revenu, on part donc des 75 000 affichages, ou impressions, si j'utilise le terme correct. Donc 75 000 impressions. Je n'ai que 10% des gens qui vont effectivement cliquer sur cette publicité. Donc je fais 75 000 fois 0,10. Ça me donne 7 500 clics. Vous vous rappelez que clic égale visiteur. Donc 7 500 personnes sont sur mon site. Je sais que seulement 0,8% des personnes vont atteindre l'objectif. Donc, je multiplie 7500 par 0,8.
Sauf que, comme c'est des pourcentages, je multiplie bien par 0,008. Donc là, attention à ne pas tomber dans le piège des pourcentages et des virgules. Donc si je multiplie 7500 par 0,008, j'obtiens donc 60 leads, puisque 60 personnes ont atteint l'objectif. Je sais que chaque lead me rapporte 15 euros. 60 fois 15 égale 900 euros de chiffre d'affaires. J'applique ensuite la formule 900 moins 131,25, donc revenu moins coût, divisé par les coûts, donc divisé par 131,25, fois 100, j'obtiens 585,71%. Donc, après m'être remboursé les 131,25 euros, j'ai gagné environ 5,8 fois ce que j'avais investi. Deuxième exercice, donc calcul de ROI pour un site marchand. Donc là, je pars du principe que je vais obtenir 3500 visites sur mon site grâce au référencement payant, donc au SEA, Search Engine Advertising. J'ai un taux de conversion hypothétique de 4,95%, qui est aussi optimiste, et un CPC moyen de 0,31. Alors, le CPC, vous vous rappelez, c'est le coût par clic. Je vous ai expliqué qu'on ne paye que s'il y a un clic. Alors, autre chose à retenir, le référencement payant, ce n'est pas un coût fixe. Ce n'est pas, voilà, moi j'ai mis le plus cher que je suis prête à payer, c'est 50 centimes, donc à chaque fois je vais payer 50 centimes, parce que je vais remporter l'enchère. Il n'y a pas cette notion de remporter l'enchère en référencement payant. Il n'y a pas que l'enchère qui compte, il y a aussi la qualité des campagnes. Et c'est pourquoi, en fait, vous ne paierez pas toujours la même chose pour un même mot-clé. Même si, par exemple, vous dites « je suis prête à payer 1 euro pour un clic », peut-être que selon le contexte concurrentiel, vous allez payer, si quelqu'un clique, une fois 0,75, une fois 50 centimes, une fois 0,36, une fois 0,41, vous avez compris, et ainsi de suite. Donc le principe, c'est d'arriver à un CPC moyen. Donc là, je vais partir du principe que mes campagnes au global, quand je fais la moyenne, que je prends tous les coûts, tous les clics, ça me donne 31 centimes du clic pour pouvoir faire des calculs de coûts. Puis, je pars du principe que j'ai un panier moyen de 55 euros. Donc là, je vous laisse faire le calcul. Rappelez-vous, pour les coûts, je pars du modèle de rémunération. Et pour les revenus, j'applique la logique, je clique, j'arrive sur le site, je convertis, qu'est-ce que je gagne? Alors là, je vous laisse mettre pause et continuer. Donc, je corrige. Le piège était que je vous ai expliqué en fait que tous les visiteurs sont considérés comme des clics, d'autant plus en référencement payant. Pour pouvoir venir sur le site internet, j'ai forcément cliqué sur une publicité dans Google. Vous savez, les publicités en haut, à droite ou parfois en bas. Ce sont les liens sponsorisés, vous savez, avec la petite pastille annonce en jaune. Donc, forcément, chaque visiteur était payant, et pour chaque visiteur, on payait 0,31 centimes, puisqu'il avait cliqué. Donc, 3500 fois 0,31 égale 1085 euros. Donc, ce sont mes coûts. Pour les revenus, très simple, donc j'ai 3500 personnes qui viennent sur le site, 4,95% vont atteindre l'objectif. Donc, je multiplie par 0,0495. Et quand j'ai fait cette opération-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des ventes, puisque atteindre l'objectif sur un site marchand revient à acheter en ligne. Donc, j'ai 173,25 achats. Bon, on peut arrondir à 173 achats. Que je multiplie par la valeur moyenne d'un achat, 55 euros, pour obtenir le chiffre d'affaires. Et normalement, vous devez trouver 9 528,75 euros. Donc là, j'ai mes revenus, mes coûts. Je calcule le ROI. Donc 9 528,75 moins 1085 divisé par 1085 fois 100. J'obtiens donc, revenu moins coût sur coût fois 100, 778,22% de ROI, ce qui veut dire qu'après m'être remboursé mes dépenses publicitaires, je gagne environ 7,8 fois ou 7,7 fois ce que j'avais investi en publicité. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire les exercices suivants, l'exercice suivant donc à rendre pour la prochaine fois, et en tout cas de le préparer pour qu'on puisse le corriger ensemble. Et ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en fait des corrections pour tous les exercices qui suivront, et je vous mettrai un petit PDF avec justement tous les exercices à faire pour la prochaine fois. Alors, donc, le troisième exercice, je vous le présente quand même, parce qu'il est un peu plus complexe, c'est un peu challengeant challenging pour tous ceux qui veulent justement se tester un peu, qui se disent, voilà, j'ai enfin compris
je vais faire un peu plus difficile. Donc là, je pars du principe que je fais de la vente en ligne, mais d'abonnement, en fait, parce que je suis un site d'information. Et je décide de faire de l'affiliation et j'estime mes revenus. Je pars du principe que potentiellement, je vais avoir 17 500 visiteurs provenant de ce levier d'acquisition de trafic qu'est l'affiliation. Car j'ai mis sur une plateforme d'affiliation 2 programmes d'affiliation, donc 2 propositions de partenariat. J'ai plusieurs sites qui vont potentiellement accepter. Je pars du principe qu'un tiers des sites vont accepter le modèle de rémunération au CPC et 2 tiers vont accepter le CPA. Alors, on va simplifier en disant que ça équivaut à un tiers du trafic qui provient du CPC et 2 tiers du CPA. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers des prestataires que je vais rémunérer dès qu'ils vont cliquer sur ma publicité. On va partir du principe que c'est une bannière sur le site du partenaire. Donc, dès que quelqu'un cliquera sur leur bannière sur leur site, moi, je leur verserai 20 centimes. Donc là, c'est pour un tiers des sites. Et puis, pour les 2 tiers restants, je ne les paierai que s'ils génèrent une vente sur mon site, suite au clic sur leur publicité. Puisqu'on est d'accord que tout ça est traqué, c'est-à-dire que je peux suivre, grâce à une URL dédiée, je peux suivre vraiment de quel site est venue chaque conversion partenaire. Donc, je pars du principe aussi, dans mon hypothèse, pour calculer mes revenus, que j'aurai un taux de conversion de 1,85% pour ce levier, donc qui est l'affiliation. Donc, 1,85% des gens vont atteindre l'objectif pour ce site d'information payant, et que chaque abonnement me rapportera 30 €. Donc là, je vous laisse faire les calculs. Juste une petite indication. Si vous décidez si vous désirez faire le calcul 1 tiers, 2 tiers, il suffira simplement pour les 1 tiers de diviser par 3, pour les 2 tiers de diviser par 3 et de multiplier ensuite par 2. Par contre, cette simple distinction ne suffira pas à différencier le CPC du CPA. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul pour la prochaine fois. Je reviendrai vers vous avec les corrections, et je vous mettrai d'autres exercices aussi, un petit fichier PDF avec les autres exercices à corriger, avec un corrigé pour la prochaine fois sur cet exercice de ROI qui a pour but à la fois de réviser un peu les business models, de bien vérifier aussi que vous avez bien compris les fonctionnements des modèles de rémunération entre CPC, CPA, CPM et CPL, que vous avez bien également compris le fonctionnement de chacun des leviers d'acquisition de trafic, que sont l'affiliation, le référencement payant, le display par exemple. Et donc aussi, ça n'a pas qu'une utilité pédagogique, ça vous servira aussi par la suite lorsque vous serez démarché par une agence ou lorsque vous-même aurez à démarcher des clients ou des prospects tout simplement, à expliquer ou à justifier la rentabilité, en tout cas de calcul de rentabilité en fait d'une action. Donc côté agence, pour prouver l'intérêt de ce que vous vendez, côté annonceur, pour vérifier si ce qu'on vous propose est rentable. Donc voilà. J'espère que tout ça est clair. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions entre cette session et la prochaine. Vous avez mon adresse mail qui est donc